rencontrez les gens qu'il faut, vous vous régalerez, vous passerez une vie extraordinaire. Voilà comment je suis devenu astronome, parce que j'ai rencontré 2 personnes merveilleuses. Aujourd'hui, André Braic, on parle au professeur quand on est étudiant, mais il n'y a pas nécessairement de poste. C'est un frein quand même pour devenir astronome. Très honnêtement, je voudrais pas faire preuve de pédanterie. J'ai eu un certain nombre d'étudiants dans ma vie. Tous les étudiants que j'ai eus ont eu un poste. Simplement, le poste, si on attend assis dans sa chaise, la bouche ouverte, que le poste arrive, il n'arrive jamais. Si par contre on se remue un petit peu, si on va voir qui il faut, si on démontre. Alors on ne donne pas un poste à quelqu'un qui est nul, ça n'a pas de sens évidemment. Mais quand les gens sont nuls, ils n'ont pas envie d'avoir un poste. Je veux dire, si vous voulez aller aux Jeux Olympiques ou être au jouet dans l'équipe de France de football, si vous êtes capable de pousser un ballon ou de courir assez vite, vous essayez même pas en quelque sorte. Mais en gros, si vous avez la passion, un minimum de qualité en maths et en physique, et si vous consacrez du temps, il est clair que faire ce métier, c'est sacrifier beaucoup de choses. Ça veut dire que c'est pas facile de combiner par exemple la vie privée et la vie de chercheur. C'est un choix à faire. Je suis même pas sûr que beaucoup de gens aient réussi à le combiner. Mais ça c'est le choix de l'adulte. Si votre passion est dans votre famille, vos enfants et tout, je trouve ça merveilleux et bravo. Mais ne demandez pas à faire autre chose. Si votre passion est dans votre métier ou allez-y. Mais allez-y à fond. Et le reste est secondaire à vos yeux. Ce qui, je dis, implique beaucoup de sacrifices. Est-ce qu'il sélectionne ? Oui, d'une certaine manière. Et quant au poste, je voudrais aussi calmer le jeu. La France est le pays du monde qui offre le plus de postes en recherche. Il y a plus de postes permanents faits en recherche chaque année en France qu'aux États-Unis. Les États-Unis ont plus de contrats. Les États-Unis payent beaucoup plus leurs chercheurs. Un professeur d'université aux États-Unis va gagner 5 fois, 6 fois, 10 fois plus. Et il est payé qu'en gros comme un joueur de football. On veut Zidane, on dit combien tu gagnes, on multiplie par 3, on te prend. Eh bien, en France, c'est le statut des fonctionnaires, on est payé beaucoup moins. Cela dit, la vie en France, à mon avis, est bien plus agréable que la vie aux États-Unis. Donc, il y a des postes dans le monde entier, mais en France, il y a chaque année un nombre de postes permanents supérieur à celui des autres pays. En Angleterre, il y a très peu de postes. En Italie, il y a très peu de postes. En Allemagne, il y en a un petit peu, etc. Donc, c'est pas zéro. Et il y a en France actuellement environ, je parle d'un chiffre qui date de 1995, mais il n'a pas dû beaucoup changer maintenant, il y a environ 57 000 enseignants-chercheurs en France, dans toutes disciplines confondues. Mettons qu'il y a 60 000 enseignants-chercheurs. Bon, c'est des gens qui sont censés enseigner dans une université aux étudiants. Bon, les étudiants qui seront étudiants dans 20 ans, nous les connaissons, ils sont déjà nés. Donc, il y aura toujours ces gens partent en retraite. Donc, chaque année, il y a des milliers de postes qui sont donnés à l'université. Pas forcément en astronomie, mais il faut être présent pour s'arranger qu'il y ait des postes en astronomie qui soient donnés, et il faut faire partie du mouvement. Il ne faut pas hésiter à voyager éventuellement, à aller trouver un poste à l'université à 1000 km de son endroit de naissance, ou même aller dans un pays étranger quelque temps, à bouger. Mais si on fait preuve, moi je ne connais pas d'exemple de génie méconnu, quand quelqu'un est dynamique, est passionné, est intéressant, il devient membre de la communauté, et tout le monde se plie en 4 pour essayer de résoudre son problème. Celui évidemment qui est triste, qui donne un message très négatif, qui est pas terrible, qui travaille pas beaucoup parce qu'à l'après-midi il rentre chez soi, parce que samedi et dimanche on travaille pas, parce qu'on prend 3 mois de vacances, etc., qui est pas très présent, en plus qui est pas quelqu'un de sympathique, qui s'étonne pas s'il n'y a pas de poste. Quelle est selon vous la qualité d'un scientifique, et en particulier d'un scientifique dans le domaine de l'astronomie, où vous décrivez des conditions qui sont effectivement un peu spéciales, c'est-à-dire être prêt à abandonner sa vie privée, avoir une passion presque illimitée pour le sujet. Quels sont les éléments les plus forts, selon vous, qui restent déterminants ? Pour moi, les qualités qui font un astronome extraordinaire sont les mêmes de ce qui fait un musicien fantastique, un sculpteur extraordinaire, un peintre de grande qualité, un écrivain merveilleux. Ce sont des gens qui, d'une touche de génie, je dirais, je sais pas moi, un Léonard de Vinci, un Picasso, un Victor Hugo, un Molière, enfin je pense qu'il y a tout le monde, ce sont des gens qui ont une touche de génie, qui ont souvent une vie privée extrêmement compliquée, parce qu'à la fois ils attirent beaucoup de monde autour d'eux, et en fait ils sont pas toujours très stables, donc c'est très compliqué, qui ont une passion aussi, ils font pas ça comme ça 1 heure par jour de temps en temps, et ce sont les mêmes qualités, c'est-à-dire la qualité, des qualités initiales qu'on peut avoir, la qualité du travail, parce qu'on ne fait rien sans travail, je dirais en gros chez nous il y a la loi des 35 heures, mais c'est 35 heures par jour plutôt, et la qualité de l'enthousiasme. Je veux dire, on peut être très bon et travailler comme un malade. Si on n'est pas enthousiaste, on fait rien. On peut être très enthousiaste mais très mauvais, on fait rien non plus. Donc c'est un mélange de tout ça. Et finalement, ce qui pour moi est la qualité la plus importante sur l'astronome, c'est l'imagination. Le reste, c'est question de technique. Il faut une grande technique, ça demande des années d'études. Mais un chercheur qui est sec, qui n'a pas beaucoup d'imagination. Et il faut aussi, je dirais, un très bon sens dans la science humaine, en ce sens que de plus en plus la recherche ne se fait pas tout seul. Le génie isolé qui ne communique pas, ça existe de moins en moins. Ou alors il y a des gens autistes, mais ça, c'est pas bon. Et donc, de plus en plus, il faut savoir, il faut comprendre les qualités que l'on a et s'associer avec quelqu'un qui est complémentaire. Je connais des gens qui sont pas très bons en maths et en physique. Enfin, pas très bons, ils sont pas mauvais, mais ils sont pas extraordinaires, mais ils ont une imagination débordante. Alors, ils s'associent avec quelqu'un qui est un très bon calculateur, mais
qui manquent un peu d'imagination. Et je vois quelquefois des groupes de 2-3 personnes qui sont extrêmement performants parce qu'ils associent des gens ensemble, un peu comme une équipe de football et de rugby, après tout. Vous en avez un qui court vite, l'autre qui dribble bien, l'autre qui tire bien au but, l'autre qui défend bien. Et c'est comme ça qu'on fait une équipe qui marche, quand il y a une bonne entente. Et même chose pour la recherche. Et ma dernière question concerne la relation au public, la communication. Vous faites beaucoup de conférences, par exemple, à destination du grand public, avec beaucoup d'enthousiasme. On a souvent dit et reproché aux scientifiques qui faisaient des conférences, que s'ils faisaient des conférences et qu'ils parlent au public, c'est qu'en fait, ils faisaient plus de recherche. Voilà, absolument. Ça c'est un sujet. Dans les années 1930, le prof d'université qui s'adressait à un journaliste était considéré au même niveau que c'était pour les collègues de la prostitution. C'est-à-dire que c'était extrêmement mal vu. C'est-à-dire si un prof d'université rencontrait un journaliste, il le faisait en cachette. Et alors là, il y a quelque chose de très ambigu. C'est-à-dire qu'à la fois, les gens qui ont du succès dans le public, comment dirais-je, il est vrai qu'un certain nombre d'entre eux sont des gens qui ne sont pas les chercheurs les plus brillants, je dois le dire. Un certain nombre de nos collègues sont quelquefois des vulgarisateurs qui ont certains talents, mais ils ne font pas grand-chose en recherche. Certains même ont totalement abandonné la recherche. Alors ça, c'est un problème, effectivement. L'autre point, c'est qu'il y a de la jalousie. Je ne vais pas citer des noms, ce ne serait pas la peine, mais moi, je connais un de nos collègues qui est très connu comme vulgarisateur. Je trouve que c'est un conteur merveilleux. Je ne suis pas d'accord avec lui sur ses idées politiques, mais ça, c'est autre chose. Et il est très jalousé. Alors, parce qu'on dit pourquoi on le voit lui à la télévision, pourquoi on le voit à la radio, et pourquoi pas moi, en quelque sorte. Donc ce mélange de c'est mal vu, ce mélange de certains vulgarisateurs sont pas extraordinaires. On a un exemple connu chez nous de quelqu'un qui était un technicien à l'observatoire, qui s'est pas trop bien comporté, qui est devenu journaliste dans une radio. On a de très mauvais exemples. Fait que de temps en temps, c'est soit jalousé, soit critiqué. Cela dit, ma position personnelle sur le sujet, c'est que moi, j'ai une chance incroyable d'avoir fait ce métier. C'est-à-dire que rien ne me destinait à faire ce métier. Si je prends mes ancêtres sur les 4 ou 5 siècles qui précèdent, ils étaient soit paysans, soit mineurs de fond, soit ils élevaient les cochons et dans un climat très rude, d'un nid d'hiver couvert de neige, dans le sud de l'Ardèche. Donc ça veut dire que je serais né dans cette famille un petit peu avant, j'aurais été mineur de fond, ce qui n'est pas une bonne situation pour voir le ciel, où j'aurais élevé les cochons, où j'aurais ramassé les châtaignes. Bon, je suis né au bon moment, je suis un enfant de la Troisième République, des instituteurs de la Troisième République, c'est-à-dire que l'éducation qui est devenue obligatoire par tout le monde, j'en ai profité. Grâce à ça, j'ai pu rencontrer les gens qu'il faut, grâce à ça, je suis devenu astronome, et moi j'ai une dette vis-à-vis de la République, vis-à-vis de la société. C'est-à-dire que grâce à ce qui a été mis en place, où on dit on va remplacer le fait que tout le monde marche du même pas et croit la même chose, mais on va éduquer les gens. Moi, cette dette, la manière de me rendre, c'est si quelqu'un est intéressé par le sujet, si quelqu'un n'est pas intéressé, j'insiste pas. Si quelqu'un est intéressé, il me pose une question, je réponds. Alors, il y a un problème, c'est que c'est difficile de trouver l'équilibre. C'est-à-dire, à la fois, si on répond oui à tout le monde, on fait plus que ça, on n'est plus chercheur, donc on n'est plus à même de répondre, parce qu'à ce moment-là, on dérape, et certains ont dérapé dans notre profession. Et si on dit non à tout le monde, plus personne nous appelle. Alors, trouver la bonne solution, mon attitude personnelle, je sais que j'ai la réputation d'être difficilement joignable, c'est pas par hasard, parce que je coupe mon téléphone. De temps en temps, quand je bosse, je suis injoignable, invisible, je n'écoute les messages qu'à minuit, donc 1 heure pour rappeler, c'est plus compliqué. C'est ma manière de survivre, parce que la recherche, ça se fait enfermé dans un bureau, sans un coup de fil, et j'essaie de trouver l'équilibre entre mon enseignement, ma recherche, l'administration et un peu de vulgarisation. C'est pas facile, mais je m'amuse bien. Pour un salaire astronomique. Bien entendu. André, mais vous savez, on parle de salaire. Dans la vie, le plus important, c'est le temps, c'est pas l'argent. Si quelqu'un me demande de lui prêter de l'argent, on va dire oh l'argent, etc. Moi, le plus c'est le temps. Et si j'ouvrais une banque du temps, où j'en mettrais un peu de côté, de temps en temps, j'en rattraperais, c'est ça. L'argent, ça n'a aucune importance. À partir du moment où moi j'ai à sa fin, tout va bien. Merci André Braic, sans langue de bois. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast de Ciel et Espace. Rendez-vous à la prochaine diffusion.